Hélène Buzetti, Chantal Hébert, Paul Journet, bonsoir. 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 Alors, on va parler de Stephen Guilbeault, des implications de tout ça. Mais d'abord, pour le remplacer, Mike Miller, qui devient le nouveau ministre de la Culture et des langues officielles, et Joël Lightbound, qui devient lieutenant du Québec. Tour de table rapide. Hélène, que pensez-vous de ces choix-là et de la suite des choses, et dans la relation avec Québec et dans la suite des choses tout court? Hélène. Je trouve ça quand même intéressant, cette plasticité de la part de M. Carney, qui n'a pas d'état d'âme à écarter des gens du cabinet, puis plus tard les ramener. Donc, M. Miller avait été écarté de son premier cabinet. Le voilà de retour. Et de même façon, il y en avait d'autres qui avaient été mis dans le cabinet, le premier cabinet de mars, puis écartés en mai. D'autres qui avaient été écartés en mars, puis ramenés en mai. Enfin bref, M. Carney semble comme ça tasser les gens à sa bonne convenance et les ramener quand ça fait leur affaire, son affaire. M. Miller, quand même, je suis un peu étonnée parce qu'il incarnait vraiment cette branche beaucoup plus de gauche au Parti libéral. On lui avait reproché, par exemple, de ne pas avoir assez vu rapidement ou reconnu assez rapidement que les niveaux d'immigration étaient peut-être trop élevés, avaient un impact sur le logement, par exemple. Alors, je pensais qu'il y avait une décision idéologique de la part de M. Carney de le tasser. Finalement, on dirait que non. Oui, il incarne être très près de Trudeau, etc. Chantal, sur Miller et sur Lightbound, si vous voulez aussi, qui devient le nouveau lieutenant du Québec. Sur Mark Miller, bon, comme Hélène l'a fait remarquer, Mark Carney propose et dispose des ministres comme d'autres disposent de leur linge après une journée de travail. Donc, on parle d'un gros remaniement peut-être au début de 2026. Alors, on verra si Mark Miller réussit à se maintenir. Cela dit, remplacer Stephen Guilbeault par quelqu'un qui n'aurait pas été du Québec ou qui aurait été un ministre junior, ça aurait très mal passé dans les circonstances de ce qui se passe au Québec. Et Monsieur Carney, je ne sais pas s'il le sait, mais il n'y a pas les moyens de perdre un deuxième ministre québécois des démissions entre maintenant et bientôt. Et Mark Miller est un personnage qui est quand même senior par rapport à d'autres. Ça pourrait aussi avoir pour effet, on m'avait dit, moi, que Justin Trudeau était particulièrement indigné du fait que Mark Miller avait été écarté du Conseil des ministres à cause de sa proximité avec l'ancien premier ministre. Ça pourrait peut-être inciter Justin Trudeau à pas sortir trop vite pour critiquer cette entente avec l'Alberta sur l'énergie. Joël Lightbound, selon moi, c'est un bon choix, mais c'est parce que j'ai tendance à penser qu'un lieutenant québécois pour un parti fédéral a comme tant d'avantages à avoir un siège, surtout chez les libéraux, à l'extérieur de l'île de Montréal. Et c'est son cas. Voilà. Paul, sur le choix de Miller et de Lightbound, d'abord. Sur le choix de M. Miller, les dossiers qu'il va défendre, M. Miller n'a jamais été particulièrement un ami des nationalistes québécois. Il avait des relations difficiles avec le gouvernement caquiste qu'il trouvait des fois un petit peu arrogant. Peut-être que lui avait la même critique à leur endroit. On verra de quelle façon il va se comporter avec le dossier des langues officielles. Pour ce qui est de la culture aussi, il y a quand même parfois des tensions entre Québec et le fédéral. Mais bon, pour l'instant, elle se voit avec un dossier plutôt technique, celui de la découvrabilité. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de guerre à ce niveau-là. Pour ce qui est de M. Lightbound, souvenez-vous, il avait qualifié le troisième lien de dîner de con. Je ne pense pas qu'il a changé d'avis. Il ne le défendra pas, mais de toute façon, on ne sentait pas que le fédéral était intéressé par ce dossier-là. Ça va être un allié, par contre, pour le troisième lien. Et puis, j'ai l'impression que M. Lightbound n'est pas mal perçu à Québec. C'est quelqu'un qui est vu comme étant plutôt pratico-pratique. On l'a connu pour ses critiques aussi à l'endroit de Justin Trudeau durant la pandémie. Mais peut-être, dernier commentaire, c'est qu'on voit que c'est deux nominations faites pour des ministres libéraux importants au Québec, qui sont peut-être pas les préférés des caquistes, mais les caquistes ne sont pas les préférés des Québécois. Et peut-être que ça explique aussi au moins peut-être un tout petit peu ces choix. C'est très bien. Vous êtes en forme. C'est très bien. Coûts environnementaux à ces décisions qui découlent de cet accord Ottawa-Alberta. On va écouter Stephen Guilbeault qui vient de nous parler il y a quelques minutes.
Le coût environnemental d'avoir laissé tomber toutes ces mesures-là dont on a parlé, quel est-il? Il est énorme. Lorsque j'étais ministre de l'Environnement, l'Institut du climat du Canada, qui est une organisation indépendante, estimait que nous avions 85 à 90 d'atteindre nos cibles de 2030 avec les mesures qui avaient été mises en place. Avec l'abolition ou la mise sur pause des mesures que vous avez montrées tout à l'heure, nous n'avons plus aucune chance d'atteindre nos objectifs. C'est terminé. Pour 2030, c'est terminé. Probablement pour 2035 aussi. C'est terminé, 2030-2035. Je vous remontre le tableau qu'on a préparé pour l'entrevue. Lui dit tarification sur le carbone pour les individus. Il aurait pu vivre. Bien, d'abord, il a vécu avec ça parce que c'était une promesse électorale. Norme sur le véhicule zéro émission qui est suspendu. Il aurait pu vivre avec ça quelque temps. Plafond sur les émissions du secteur pétrole et gaz, ça, beaucoup plus difficile à avaler. Et l'élimination des subventions aux combustibles fossiles, c'est-à-dire qu'on continue à donner des subventions aux pétrolières, ça, il ne le prend pas. Et règlement sur l'électricité propre non plus, qu'il ne prend pas. Ces deux derniers éléments-là ne passaient pas. Il a essayé de faire changer d'idée au premier ministre. Chantal, je commence avec vous. Comment vous comprenez la volte-face, parce que même il nous dit en entrevue, on avait promis à Mme May de ne pas faire ça, de ne pas reprendre les subventions pétrolières, par exemple. Bon, premier message aux partis d'opposition, la parole du gouvernement ne vaut pas aussi cher qu'elle devrait. Parce qu'effectivement, cette promesse-là a été faite. On a retiré une disposition du budget. On l'a mis dans l'entente avec l'Alberta. Et Mme May, d'ailleurs, a fait un point de presse aujourd'hui pour dire appuyer le budget, c'était une erreur que je ne répéterai pas. Alors, on s'en tient à ça. Mais sur le fond, après avoir écouté Stephen Guilbeault raconter ses tractations avec le bureau du premier ministre au cours de la dernière semaine, d'abord, personne ne lui a demandé son avis. Ensuite, c'est clair que le gouvernement, le premier ministre, n'a jamais demandé une évaluation de l'impact sur les cibles climatiques et la capacité du Canada de les atteindre en chemin pour cette entente-là. Et troisièmement, il semble, selon M. Guilbeault, et personne ne l'a démenti, que le bureau du premier ministre, Mark Carney en tête, n'avait pas vraiment conscience de ce que ça voulait dire en termes d'impact de se débarrasser de la réglementation sur l'électricité propre. En gros, là, ce que ça dit, c'est qu'on n'était pas terriblement préoccupé de se demander ce que ça allait avoir comme impact sur les politiques du climat du gouvernement. Et ça met la ministre actuelle de l'Environnement dans une position singulière. Je lisais encore il y a quelques minutes Mme Dabroussen qui dit « Non, ça n'aura pas d'impact sur nos politiques climatiques. » Je ne sais pas dans quel univers elle pense que sa parole contre celle de Stephen Guilbeault là-dessus va l'emporter. Paul Journet et l'ANSQ, dans votre esprit, c'était très clair du côté de M. Carney qu'il fallait laisser tomber tout cet héritage-là pour aller vers des politiques où on fait davantage confiance au secteur privé et à l'innovation pour nous sortir du pétrin. Paul? Bien, je pense pas que c'était si clair dès le départ. Les changements se sont faits petit à petit jusqu'au gros changement de l'entente avec l'Alberta. Si on revient un peu en arrière, l'abandon de la tarification du carbone pour les individus, il y a plusieurs écologistes qui se sont dit, bon, on perd environ 10 % des mesures sur lesquelles on misait. On peut accepter ça pour éviter l'élection d'un gouvernement conservateur qui abolirait toutes les mesures. Ensuite, on a évoqué l'abolition du plafond sur les émissions de gaz et de pétrole. Il y en a qui ont dit c'est pas si grave parce que ces réductions, on pourrait les obtenir par l'entremise d'un autre mécanisme qui est la tarification industrielle du carbone. Sauf que là, on a appris qu'on va reculer sur le méthane, reculer sur le règlement de l'électricité propre et que ça exigerait une hausse, il faudrait presque quadrupler le prix de la tarification industrielle du carbone. Et il n'y a personne qui pense sérieusement qu'on s'en va vers cela. Et pour faire un lien avec les propos de la ministre actuelle de l'Environnement, qui est un peu sibylline, à savoir si on va atteindre les cibles ou non, bien, l'environnement, c'est pas une question seulement de valeur. C'est de la science, puis c'est des mathématiques. Il y a des mesures, des chiffres. On veut atteindre un certain nombre de réductions. Il n'y a pas les mesures pour les atteindre. Donc, tout ça pour dire que M. Carney,
ne pense plus à l'urgence climatique, il ne pense plus à 2030, il pense à la carboneutralité de 2050, mais tout ce qu'on va émettre d'ici là, ça va rester dans l'atmosphère, puis ça va avoir des dégâts concrets si les autres pays nous imitent. Oui, manifestement, il ne pense plus à 2030, en effet. Hélène Buzzetti. Oui, j'apporterais peut-être un léger contrepoids à tout ça. C'est le fait que cette entente, il y a encore beaucoup d'éléments qui sont incertains. Par exemple, cette réglementation sur l'électricité propre, ça veut dire quoi, ça, en passant pour les gens qui nous écoutent? Ça veut dire qu'à partir de 2035, les centrales, principalement les centrales au gaz naturel, celles au charbon aussi, évidemment, mais surtout, c'est celles au gaz naturel en Alberta, auraient dû capter 95 de leurs émissions, les réduire. Et là, ça faisait en sorte qu'il y en avait plein qui se disaient on ne sait pas trop comment on va faire ça et ne voulaient pas construire de nouvelles centrales, ce qui limitait l'augmentation de l'offre énergétique en Alberta. Alors, ce règlement qu'on veut mettre sur pause, on le met sur pause jusqu'au 1er avril prochain en disant on va essayer de trouver autre chose, on va négocier avec l'Alberta. Alors, c'est là où c'est difficile de poser, je pense, de faire un verdict définitif comme le fait Steven Guilbeault, parce qu'il y aura peut-être quelque chose qui émanera de ces discussions. Le prix sur le carbone que Danielle Smith accepte de faire appliquer dans sa province de 130 $, encore là, il y a des détails autour de ça qu'on attend, mais c'est à peu près 6 fois plus que ce qui est réellement en application dans la province. Oui, officiellement, c'est 95 $, mais tous les experts disent que dans les faits, là, ça revient vraiment à 20 $ et quelques la tonne. Alors, c'est une grosse augmentation et ça, on n'est pas encore capable d'évaluer quel effet de décarbonation ça aura. Est-ce que ça sera suffisant pour compenser ce qu'on abandonne? Bien, c'est le pari de Carney, mais... Oui, on n'est pas convaincu, mettons. Non, mais OK. Non, mais attention... On n'est pas convaincu, mais on ne peut pas encore déterminer avec assurance que ça ne le sera pas parce qu'il nous manque des détails pour l'instant. Oui, Chantal. Oui, sauf qu'entre-temps, l'Ontario a déjà déposé une demande pour avoir la même exemption sur l'électricité propre que l'Alberta. Alors, je vous laisse imaginer, quand c'est l'Ontario, quelle différence ça fait. Ajouter à ça la Saskatchewan qui se prépare ou qui a déjà fait la même demande, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, me dit-on. Alors, finalement, là, c'est à peu près tout le Canada. Et là, politiquement, comment M. Carney fait pour dire je l'ai fait pour l'Alberta, qu'est-ce qu'il demande à Doug Ford, comment ça va se passer? À la fin, ça se traduit néanmoins, sans égard à toutes les questions hypothétiques, par une augmentation nette, sur papier, dans le moment, des émissions du Canada significative. Et il y a un coup politique, vous faites référence on va écouter un deuxième extrait où M. Guilbeault est assez clair. Là. Ça ne va pas faire de bien aux libéraux, ni en Colombie-Britannique, ni au Québec. J'ai parlé à un collègue de la Colombie-Britannique qui dit cette entente-là, c'est 10-12 sièges que ça nous coûte en Colombie-Britannique. Là. Si on va de l'avant, là, c'est 10-12 sièges qu'on perd en Colombie-Britannique. Au Québec, je soupçonne que nous sommes à risque également. Pourquoi il en donne autant à la première ministre de l'Alberta? Ça, c'est la question à laquelle je ne trouve pas de réponse, Patrice, depuis la semaine dernière. Je vous la repose, la question, Paul, Chantal, Hélène. Paul, pourquoi M. Carney... Paul, vous avez écrit un texte, en fait, c'est bien intéressant. Parce qu'il y croit, avez-vous lancé comme hypothèse. Il croit vraiment. Pourquoi il en donne autant? Pourquoi tout ça, Paul? Moi, vous avez bien fait de dire hypothèse. Je ne prétends pas être dans sa tête, mais c'est une hypothèse que je vous soumets, que M. Carney, en effet, il y croit. Lui, il vient de la finance et ce qu'il veut, c'est créer des conditions de marché pour financer des projets de transition énergétique. Il est content, entre autres, dans l'entente avec l'Alberta, de pouvoir augmenter les interconnexions entre la Colombie-Britannique et l'Alberta. Il a créé des fonds pour produire davantage d'électricité et d'énergie renouvelable, d'énergie propre. Mais ce qui étonne, c'est qu'il veuille aussi augmenter la production des énergies fossiles, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il disait qu'il fallait se préparer à leur déclin. Donc, moi, je le vois comme un promoteur qui veut produire autant d'énergie que possible, mais je souligne quand même une contradiction où on subventionne les énergies fossiles. Donc, au lieu de leur demander d'internaliser les coûts environnementaux, on les subventionne et ce faisant,
on fait plus obstacle à la transition énergétique qu'y travailler. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Puis il est à la tête de l'économie que l'on connaît. Et puis, il cherche des nouveaux revenus. Parce que Chantal, il le sait que politiquement, c'est un défi en Colombie-Britannique pour les libéraux lors d'une éventuelle élection, au Québec aussi. Il y a une partie de l'électorat qui écoute Stephen Guilbeault, qui n'aime pas beaucoup ce qu'ils entendent, là, Chantal. Bon, ce que les gens qui sont plus proches de Mark Carney que d'autres, le ministre de l'Énergie, par exemple, M. Hodgson, qui est un ancien collègue d'affaires, eux se disent, les Canadiens vont acheter l'idée que toutes ces mesures-là, ça fonctionnait bien avant Trump et que maintenant, on n'est plus là et qu'on est rendu ailleurs. Sauf que ce que l'un et l'autre réalisent pas, c'est que c'est beau d'avoir des plans qui, peut-être dans 5 ans, vont faire leurs preuves, mais on est devant un gouvernement minoritaire qui doit son élection à des électeurs néo-démocrates qui ont déserté le NPD en Colombie-Britannique pour voter pour les libéraux et des électeurs bloquistes qui ont fait la même chose au Québec. Et dans un cas comme dans l'autre, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est objectivement dommageable. Et là, je vous donne un exemple de ce genre de raisonnement-là, parce qu'il y a un petit peu plus qu'un an, on était en train de parler de l'idée des libéraux de se sauver la mise en Atlantique en enlevant la taxe carbone sur le mazout et l'huile à chauffage dans cette région-là. Un, ça n'a rien donné pour eux dans les intentions de vote. Et deux, ça a été le début de la fin de la politique de la taxe, de la tarification du carbone. Alors, très franchement, le fardeau de la preuve est dans la cour de M. Carney. Et pour l'instant, il n'a fourni aucun élément pour dire « Ah oui, vraiment, des éléments solides, là, pas des hypothèses, des espoirs, des peut-être que ». En tout cas, objectivement, il y a un recul environnemental. Est-ce que, Hélène, M. Carney et son entourage ne font pas le pari que l'électorat canadien a aussi changé, a aussi évolué compte tenu de ce nouveau contexte avec les Américains et que produire du pétrole, il faut l'assumer pendant 15-20 ans encore? Hélène. Bien, c'est clair que c'est le calcul qu'ils font. Est-ce que c'est le bon calcul? Ça, on va voir. Je suis assez d'accord que ça fragilise énormément son front au Québec et en Colombie-Britannique. Encore que, je lisais ce matin un sondage de Angus Reid qui disait qu'il y a 53 des gens dans cette province, Colombie-Britannique, qui veulent voir un pipeline, contre 37 qui ne le veulent pas. Alors, l'opposition n'est peut-être pas celle aussi massive que ce que l'on pense. Il y a un élément dans tout ça, vous posiez la question, pourquoi Mark Carney fait ça? Il y a un élément qu'on passe souvent sous silence, et c'est celui de l'intelligence artificielle. Vous savez, c'est un dada à Mark Carney. Il en parle souvent. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle réclame? Elle réclame beaucoup, beaucoup de données qui doivent être archivées dans des serveurs qui doivent être refroidis avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, en Alberta, je vous parlais tout à l'heure de ce règlement faisant en sorte que dans 2035, il faut réduire les émissions. Et donc, ça stoppait l'élan des promoteurs qui étaient peut-être désireux de construire de nouvelles centrales au gaz, parce que là-bas, c'est le privé qui fait ça. Or, en Alberta, il y a à peu près une trentaine de demandes, de projets pour construire des centres de serveurs pour accueillir des données. Et ces demandes-là sont toutes sur la glace parce qu'elles sont en attente de blocs d'énergie qui n'existent pas parce qu'on ne construit pas de nouvelles centrales. Alors, M. Carney, qui parle beaucoup de ça, parle de ça comme un élément de souveraineté, donc de pouvoir héberger les données chez nous en appui au développement de cette intelligence artificielle. Et moi, je pense que ça a pesé dans sa balance à lui. Intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, Chantal, je vais vous donner le dernier mot, parce qu'il nous reste combien de temps? Très peu, moins d'une minute. Ce qui est rafraîchissant, j'allais dire, c'est que ça crée un débat, là, on en parle. Il a été clair dans les entrevues et il a fait preuve d'un courage quand même de se lever puis de partir d'une job, de sortir du Conseil du ministère. Est-ce qu'il avait vraiment le choix? Peut-être pas, mais il l'a fait, Chantal. C'est quand même un acte politique courageux, Chantal Hébert? Bon, des démissions ministérielles en politique pour des raisons de principe, pas un scandale, le désir de se faire voir ailleurs, on est en défaveur, c'est quand même rare. Et à chaque fois, ça a tendance à faire mal au gouvernement et à aider la personne qui le fait. Au Québec, c'est sûr que ça a un impact et c'est sûr aussi que les libéraux, l'équipe de Mark Carney, dans le moment, a beaucoup de difficultés à trouver une façon de changer
la trame narrative dans laquelle le Québec s'est engagé depuis cette démission-là. Et M. Guilbeault fait sa part pour la confirmer. Hélène Buzzetti, Chantal Hébert, Paul Journet, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée.